Bien avant que n'y soit édifié le Colisée, Rome avait été fondée par les jumeaux Romulus et Rémus. Au cours des siècles, le foyer italique s'était prodigieusement développé et Rome était devenue la capitale de leur royaume, puis de leur république et enfin de l'Empire, lorsqu'en 27 avant Jésus-Christ, Auguste inaugure ce nouveau régime sur les décombres de la République en se proclamant empereur. Auguste avait pris le contrôle absolu de la société romaine et de son gouvernement. Il a essayé de se justifier en lançant un vaste programme de réformes pour revenir au bon vieux temps, quand les Romains étaient honnêtes et droits, quand ils n'étaient pas encore corrompus par la luxure, la richesse et le pouvoir et la convoitise. Alors commença une période continue de croissance, de paix, de prospérité et d'expansion de l'Empire romain jusqu'à ce qu'on arrive au règne de Néron. Le célèbre empereur Néron a laissé une empreinte controversée dans l'histoire. Au cours de son règne, survient un terrible incendie qui va transformer la ville. Disparaîtront notamment les amphithéâtres, où se précipitaient les Romains pour assister à des spectacles. Ce fut l'occasion pour Néron de réaménager complètement le centre historique de Rome et de construire un nouveau palais impérial, la Domus Aurea, littéralement la maison dorée, célèbre pour son luxe et sa démesure. Dans ces jardins immenses se trouvait un lac artificiel, ouvert à tous. Si les largesses de Néron envers le peuple lui valent d'être aimé de la plèbe, il est profondément détesté par les plus puissants des Romains, qui conspirent contre lui. Et finalement, en 68 après Jésus-Christ, il est victime d'un coup d'État et il est destitué. Et avec l'aide de son esclave, il se suicide. Le suicide de Néron en 68 de notre ère ouvre une période noire pour l'Empire romain. L'année 69 est connue sous le nom de l'année des 4 empereurs. C'est le chaos. Il y a beaucoup de combats en Italie et un type très malin, un outsider du nom de Vespasien, prend alors tout le monde de vitesse. D'origine modeste, Vespasien ne doit qu'à ses talents personnels d'effectuer une carrière brillante de général dans l'armée romaine. Il était promis à un avenir brillant, mais pendant le règne de Néron, il s'est malencontreusement assoupi pendant l'une des performances musicales de Néron. Et l'empereur s'en est aperçu, et il n'a pas apprécié la conduite de Vespasien. Quand la révolte des Juifs a éclaté, c'est Vespasien qui a été choisi pour régler l'affaire. Et c'était une sale affaire. Pendant que l'Italie est en proie à une guerre civile, Vespasien, aidé par son fils Titus, mène une campagne militaire victorieuse en Judée pour en finir avec la révolte des Juifs. Il laisse Titus conclure le siège de Jérusalem pour, auréolé de son prestige militaire, revenir à Rome prendre le pouvoir. Peu après, on célèbre leur victoire, immortalisée par cet arc de triomphe. Voici l'arc de Titus, magnifiquement conservé, qui est un monument posthume érigé par son frère Domitien et qui commémore le sac de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. L'un des panneaux sous l'arcade montre le butin dont s'est emparé Rome dans le temple de Jérusalem. Et les 3 pièces majeures de ce butin, la Ménorah, la Torah et la table sacrée portée par de jeunes aristocrates romains. Car la plupart des Romains n'avaient pas la moindre idée de ce que représentaient ces objets. Au-delà de ce butin symbolique, Titus rapporte de Jérusalem des richesses considérables que son père entend utiliser pour asseoir leur pouvoir politique et légitimer une nouvelle dynastie à la tête de l'Empire romain. Vespasien décide alors de faire construire en plein cœur de la capitale le plus grand et le plus bel amphithéâtre jamais encore bâti. La preuve en a été apportée récemment par un épigraphiste allemand, Gesalföldi. Il a découvert, derrière les lettres gravées sur ce bloc de marbre trouvé au XIXe siècle dans le sous-sol du Colisée, un message caché. À l'époque, tout le monde ignorait que le bloc contenait une inscription plus ancienne, et personne ne s'intéressait à ces trous.
Pendant longtemps, personne n'a soupçonné que les trous visibles çà et là, au milieu des lettres gravées dans le marbre, pouvaient eux aussi indiquer la présence d'une autre inscription, plus ancienne. Les trous servaient à insérer les lettres métalliques qui composaient l'inscription originale. Les épigraphistes sont alors face à une énigme nécessitant de solides connaissances de latin. En étudiant les trous, en les positionnant un par un sur un plan, on a pu avoir une vue d'ensemble et reconstruire le texte original. Alföldi proposera cette reconstruction du texte de l'inscription. L'empereur Vespasien ordonna que soit construit un nouvel amphithéâtre avec le butin de la guerre. Il n'était pas inhabituel de mentionner dans ces inscriptions l'origine des fonds. Mais en l'occurrence, le butin avait été tellement important que des siècles plus tard, le roi Théodoric parlait encore de rivières de richesse se déversant sur Rome depuis Jérusalem. L'inscription fait du Colisée un monument célébrant une victoire militaire, une marque de fabrique du pouvoir impérial romain. Et le fait qu'il soit construit sur la propriété même de Néron est aussi un message politique, la promesse d'un retour à la prospérité et à la simplicité augustéenne après la confusion du règne de Néron. Mais pourquoi Vespasien a-t-il choisi d'offrir un amphithéâtre romain? Comment pouvait-il être sûr d'en tirer un bénéfice d'image pour lui et ses fils? Pour Mark Wilson Jones, architecte spécialiste des constructions antiques, cela tient à l'histoire même de l'amphithéâtre. On pense que les premiers amphithéâtres romains ont été développés dans le Forum Romanum, dans le centre de Rome, dans un espace plus ou moins rectangulaire avec un côté long. L'ovale, qui est un cercle étiré, convient parfaitement à cette situation grâce à ses formes arrondies. Il s'adapte à cet emplacement et il a pu être reproduit ailleurs après avoir fait ses preuves. Bien avant l'Empire, le Forum a accueilli les premiers spectacles de gladiateurs. Et c'est très certainement là que l'amphithéâtre a acquis le principe de sa forme ovale. Mais il est aussi, d'un point de vue strictement architectural, l'héritier du théâtre. On peut voir l'amphithéâtre comme la combinaison de deux théâtres. Mais le théâtre est un demi-cercle. Vous en rassemblez deux et vous avez un cercle qui est un espace relativement statique. Ce n'est pas ce qu'il faut pour obtenir une forme dynamique. Ils ont donc utilisé l'héritage architectural du théâtre, mais l'ont profondément transformé avec l'apport de la forme ovale. On peut penser que le cercle est une forme démocratique, tout le monde est pareil. Mais avec l'ovale, on a une accentuation. Il est allongé et il donne de l'importance à ceux qui sont sur le petit côté. C'est là que se trouve l'empereur. Cette forme ovale offre beaucoup d'avantages. Non seulement tous les spectateurs voient correctement la reine, mais les personnes les plus importantes de Rome, en premier lieu l'empereur, sont exposées à la vue de la foule. Un autre aspect majeur du design architectural du monument sera l'utilisation d'un élément qui rendit plus facile la réalisation de cette gigantesque structure ovale, le fornix. L'extérieur de l'amphithéâtre est caractérisé par la répétition de ce qu'on appelle le fornix. C'est une travée qui se répète, une unité reproductible faite de piliers, et les arches qu'ils encadrent étaient décorées par des colonnes. Une travée va du centre d'un pilier au centre du pilier suivant. C'est ça, un fornix. L'intérêt du fornix, c'est qu'il peut être multiplié à volonté, aussi bien sur la hauteur que sur la largeur. Au Colisée, il sera répété 80 fois pour constituer le périmètre et 4 fois en hauteur pour faire de l'amphithéâtre la plus haute construction de la Rome antique. Tout ce système est relié par des arches et des voûtes derrière le bâtiment. Ils forment la structure qui supporte les gradins. C'est un poids considérable à cause du public nombreux qui doit s'asseoir dans les gradins, qui en plus sont en pierre. Par conséquent, ça fait un poids vraiment énorme. Pour supporter le poids d'un tel édifice, il est nécessaire de réaliser une fondation monumentale, sous forme d'un anneau de 50 mètres de large et d'au moins 12 mètres d'épaisseur et de plus de 500 mètres de circonférence. Pas moins de 22 000 mètres carrés sont bétonnés. Grâce à la modularité permise par le fornix,
grâce à l'usage intensif du béton romain et grâce à une technique qui consistait à monter d'abord des piliers porteurs en travertin, comme on le ferait aujourd'hui avec les structures en béton armé, les bâtisseurs romains ont été capables de livrer cet immense amphithéâtre en un temps record. Et le Colisée, qui, malgré ses gigantesques proportions, a été construit en 10 ans, est une des plus incroyables démonstrations du pouvoir de l'empereur. La décoration monumentale de la façade, avec 3 niveaux de galeries à arcades, du jamais vu pour un amphithéâtre, est une autre manifestation de la nouvelle suprématie des Romains dans le monde d'alors. Au lieu de respecter les grands ordres architecturaux classiques, ils ont utilisé en bas le style toscan, spécifiquement romain, même s'il ressemble d'assez près au dorique. Au milieu, le ionique, et en haut, le corinthien. Pour la première fois, un amphithéâtre romain exhibe sur sa façade les ordres grecs, mais en mettant d'abord, sous les yeux des spectateurs, le robuste ordre toscan, un ordre architectural italique, un ordre que l'on retrouve dans les vieux temples romains, mais qui était devenu désuet et qui fut remis au goût du jour grâce aux façades d'amphithéâtre. En introduisant le style toscan, les Romains affirmaient encore leur spécificité sur les Grecs. C'est une touche romaine sur la hiérarchie classique des ordres grecs, dorique, ionique et corinthien, tout à fait intentionnelle. 160 statues en bronze doré, hautes de 5 mètres et inspirées par la mythologie grecque, ornaient les voûtes des 2e et 3e niveaux. 40 boucliers de bronze doré rythment le dernier étage, rappelant encore l'importance des conquêtes militaires pour les Romains. Les boucliers ont été fabriqués spécialement pour le Colisée, mais ils symbolisaient des boucliers pris à l'ennemi. Je pense que le Colisée exprime l'idée d'une conquête totale et définitive, en particulier sur des régions orientales, jadis culturellement supérieures, où vivaient des populations parlant grec. L'intérieur du monument était aussi soigneusement décoré. La plupart de ces réalisations sont totalement invisibles aujourd'hui, sauf dans le passage secret réservé à l'empereur. On ne sait pas quel était le point de départ de cette galerie impériale, parce qu'elle n'a pas été complètement dégagée, et ce serait très difficile, parce qu'au-dessus passe une route très fréquentée en plein milieu de Rome. Nous savons cependant qu'elle arrivait sous la loge réservée à l'empereur et à sa cour. Ce passage était probablement l'un des endroits les plus richement décorés de l'amphithéâtre. Dans cette galerie, à l'exception du bas des murs qui était en marbre blanc, tout était coloré, les plâtres, les fresques, avec des couleurs variées, surtout du rouge. D'après les spécialistes, ce n'est pas seulement cette galerie secrète qui était peinte, mais l'intégralité du monument. Les autres accès à l'amphithéâtre ne sont pas tous aussi somptueux, mais à leur façon, ils témoignent de l'intelligence des concepteurs. L'une des réussites majeures des architectes, c'est la circulation des spectateurs, comparable à celle d'un stade moderne. L'invention du monument construit sur terrain plat, dont la structure est faite de murs rayonnants et de voûtes, dans lesquelles on peut installer tout un système de circulation, ça remonte au IIe siècle avant Jésus-Christ. Mais la première grande réussite, c'est le théâtre de Pompée en 55 avant Jésus-Christ. Là, tout est mis au point, tout. La façade à arcade est très monumentale parce qu'elle est beaucoup plus haute, évidemment, quand on n'est plus adossé à une pente. Et puis, toute cette possibilité, au fond, de concevoir un circuit interne, puisqu'on a beaucoup de vide. Grâce à 80 accès munis de double cage d'escalier et à la division en tranches verticales du bâtiment, 50 000 spectateurs pouvaient entrer ou sortir en moins de 8 minutes sans risque pour leur sécurité. Le spectateur dispose d'un jeton sur lequel est indiqué le circuit qu'il doit suivre, le parcours plutôt, les étapes du parcours. C'est rentrer par telle porte et ensuite cheminer de telle et telle manière jusqu'à déboucher dans les gradins et savoir sur quel gradin et à quelle place il doit s'asseoir. Donc tout est fait pour que le parcours soit limité dans le temps, que la distribution soit très efficace. Cette efficacité repose sur la numérotation des accès.
L'invité de l'empereur ne peut rejoindre sa place qu'en passant par la porte dont le numéro figure sur son jeton. Cette méthode évite que les différentes catégories sociales ne se mélangent. Les places du bas se gagnent très vite puisqu'on va directement vers l'arène, vers le mur du podium, tout droit et tout de suite. Les sénateurs, représentés par le ruban rouge, bénéficient de l'accès le plus exclusif et le plus rapide. Tandis que le public qui va monter très haut, lui, prend tout de suite des escaliers, des cages d'escalier qui vont grimper progressivement à l'intérieur de l'édifice. La répartition des spectateurs dans la cavea obéit à une règle stricte. Au plus près du spectacle, les Romains les plus puissants, les sénateurs. Au-dessus d'eux, les chevaliers, puis les citoyens romains de sexe masculin, et enfin les esclaves, les étrangers et les femmes. Le système de fonctionnement de l'amphithéâtre est très efficace. Et au fond, aujourd'hui, les stades modernes s'en inspirent totalement. Parce qu'il répond aux mêmes besoins. Comment remplir et vider le plus rapidement possible un grand monument de spectacle. Et c'est aussi la subdivision en tranches verticales. Mais le génie technique des Romains va faire encore bien plus pour rendre la journée des spectateurs dans l'amphithéâtre très agréable. Des latinistes de l'université de Caen, où est conservée une exceptionnelle maquette de la Rome antique, tentent de retrouver les technologies mises en œuvre en étudiant les textes anciens, et notamment le célèbre traité de Vitruve, De Architectura. Celui qui offre les jeux a dépensé des sommes considérables pour organiser ces jeux. Le seul moyen d'avoir un retour sur investissement, si on peut dire cela comme ça, c'est que les spectateurs en sortant soient ravis. Et pour y parvenir, tout est mis en œuvre. Un auteur latin, Sénèque, raconte par exemple que les spectateurs du Colisée recevaient une brume rafraîchissante et parfumée. Dans ces édifices de spectacle, il y avait ce que les textes appellent parfois des spartiones, ou ce qu'ils mentionnent quelquefois avec d'autres expressions. Et ces spartiones ont toujours été interprétées comme des pulvérisations d'eau sur les spectateurs. Muni de sources archéologiques et du texte de Vitruve, Fleury s'est attelé à reconstruire virtuellement la machine à aspersion. Mais sans obtenir le résultat escompté. La machine n'était pas capable de projeter une brume continue. Le latiniste a repris les différentes versions connues du texte et a totalement revu le rôle que l'air, en latin spiritus, jouait dans le procédé. On s'aperçoit qu'on peut faire de spiritus le sujet de la proposition, et dans ce cas-là, Vitruve dit, certainement d'une manière maladroite ou peut-être trop concise, que c'est l'air qui envoie l'eau sous pression. Cette relecture l'a conduite à modifier la reconstitution de la pompe afin que cette fois elle puisse contenir de l'air. Pour cela, il suffit que le tuyau plonge dans le réservoir afin d'y emprisonner l'air. Et comme l'air est compressible alors que l'eau, liquide, lui, n'est pas compressible, eh bien, cet air emprisonné ici dans le haut du réservoir va servir de régulateur de pression. Il va se comprimer au moment où les opérateurs font marcher les pistons et il va se décomprimer au moment des temps morts de la pompe et du coup fournir toujours une pression régulière au niveau de la buse de sortie. Mais le génie technique romain a également été sollicité pour protéger les invités de l'empereur des rayons de l'ardent soleil de Rome. Sophie Madeleine a mené une investigation approfondie sur les toits rétractables, les vélum, faits de voile, dont les Romains équipaient leurs théâtres et leurs amphithéâtres. On a proposé des mâts de 23 mètres de haut, c'est quand même énorme. Oui. Est-ce que ça a une quelconque utilité de faire cette hauteur? Donc là, tu vois, pour la hauteur des mâts, on est obligé d'avoir des mâts assez hauts, puisque si on plaçait l'étoile plus bas, ouais, on rentrerait en collision avec le chemin de ronde et l'entablement. On voit que l'étoile passe juste... Elle passe juste à ras du portique. Voilà, juste au-dessus du portique. En fait, cette hauteur des mâts, elle est minimale pour que la pente passe. Elle est obligatoire. Donc on sait que dès la construction du Colisée, les architectes avaient prévu d'installer un vélum. Comment est-ce qu'on le sait? Eh bien parce que sur la façade extérieure du Colisée, on repère encore les consoles qui servaient de support aux mâts, et juste au-dessus de ces consoles, on voit les trous dans la corniche. Les mâts venaient se ficher dans le trou de la corniche et reposer sur cette console. Donc on a 80 mâts qui étaient installés comme ça autour de la partie supérieure du Colisée, et ces mâts étaient là pour soutenir le réseau de cordes sur lequel le vélum allait se déployer.
les ingénieurs ont pris à la marine à voile les techniques pour élaborer la structure, entièrement faite de cordes. On veut uniquement utiliser un anneau de corde centrale, qui au départ sera posé sur l'arène. On va faire partir des cordes depuis les mâts. On va pouvoir tendre ces cordes de manière à lever l'anneau de corde centrale. Et une fois que cet anneau de corde sera en place, comme une sorte de grande toile d'araignée, on pourra déplier, selon les besoins, les toiles du vélum dessus. Le poids du cordage atteint plus de 30 tonnes. Pour compenser l'énorme tension que les mâts doivent supporter, Sophie Madeleine a proposé d'intégrer au dispositif des bornes qui ceinturaient le Colisée et dont il subsiste quelques exemplaires. L'idée a été émise que ces bornes pouvaient être utilisées pour mettre sous tension les cordes qui permettaient de lever l'anneau de corde qui soutenait le vélum à l'intérieur du Colisée. Une fois cette toile d'araignée mise en place, il devenait facile de déployer les toiles de lin qui permettaient de faire obstruction aux rayons du soleil. Il était tout aussi rapide de les rétracter en cas de vent ou de pluie. Est-ce qu'on peut s'installer, par exemple, sur les derniers gradins et voir si ça gêne pas la perception? Je vais passer à travers. Vas-y. Voilà. Toi, si tu baisses tes voiles au maximum, tu vas arriver au niveau de l'anneau. Jusque là, en fait. Donc là, tu m'as monté le vélum à 18 mètres, c'est ça? C'est ça. Alors là, ça me plaît super bien, parce qu'aucun des spectateurs installés dans le Colisée n'est gêné par la baisse du vélum. Ça, c'est vraiment bien. Toit rétractable pour protéger des UV, brume rafraîchissante et parfumée, rien n'est laissé au hasard pour s'attirer les bonnes grâces du public romain. Ce désir de combler les attentes des spectateurs atteindra parfois un luxe inouï, notamment en 80, au moment de l'inauguration de l'amphithéâtre par le fils de Vespasien, Titus. Dans son livre des spectacles, l'auteur Martial, présent au Colisée lors de l'inauguration, a laissé une trentaine d'épigrammes racontant des journées étourdissantes dans l'arène. Parmi les pages les plus étonnantes, celles qui décrivent la succession de deux types de combats, des duels de gladiateurs dans l'arène et des batailles navales, des naumachies dans un bassin. La naumachie est un spectacle, une reconstitution de combat naval, comme son nom l'indique, puisque ce mot vient du grec naumakia. En latin, le terme est appliqué uniquement pour les spectacles. Anne Berland-Bajard a consacré une thèse aux spectacles aquatiques dans l'Empire romain. Selon elle, un élément historique accrédite fortement la description de Martial. Les naumachies à Rome étaient un instrument privilégié de la propagande impériale. Le principe des spectacles impériaux est souvent de surenchérir par rapport à ce que le prédécesseur avait pu réaliser. L'empereur Auguste avait fait construire un gigantesque stade nautique pour donner ses batailles navales à Rome et signifier ainsi l'étendue de ses pouvoirs. Néron l'avait imité en donnant en 57 et 64 de notre ère des naumachies dans son amphithéâtre. La mise en eau d'un amphithéâtre représentait une prouesse technique exceptionnelle de la part de Néron, et Titus a certainement voulu reprendre la formule. Au moment de l'inauguration, aucun des murs qui occupent le sous-sol n'a encore été construit. Il est alors possible de le transformer en bassin. Mais d'où pouvaient provenir les millions de litres nécessaires au remplissage de ce bassin? L'enquête pour retrouver comment le Colisée pouvait être approvisionné en eau a été menée par Adriano Morabito, un des fondateurs de Roma Sotterranea, qui, comme son nom l'indique, s'intéresse à la partie souterraine de Rome. Autant dire un paradis pour les archéologues. Il a réuni des indices sérieux sur le réseau hydraulique, permettant la tenue des énigmatiques naumachies dans le Colisée. À quelques kilomètres au sud de Rome, les vestiges de plusieurs aqueducs témoignent encore du fait que les Romains étaient passés maîtres dans l'art d'acheminer l'eau. L'aqueduc de Claude est un magnifique exemple d'ingénierie hydraulique, un véritable chef-d'œuvre. Sur 68 km, la pente est constante. Caligula a démarré la construction en 1938, elle fut achevée en 1952 par Claude. Ces aqueducs, dont l'Aqua Claudia est l'un des plus remarquables, ont permis de développer Rome jusqu'à en faire la plus grande cité de son temps.
À cet endroit, l'aqueduc de Claude a déjà apporté une immense quantité d'eau depuis la campagne sur plus de 60 km. Nous ne sommes qu'à 6 km à vol d'oiseau de la porte majeure, là où il arrive dans la ville. Avec un débit de 5 millions de litres à l'heure, l'Aqua Claudia aurait probablement pu remplir le Colisée. Mais une partie de cette eau pouvait-elle effectivement terminer sa course dans l'amphithéâtre impérial? Premier élément de réponse à la porte majeure, où 8 des 11 aqueducs romains se rejoignent. Quand Néron est devenu empereur et qu'il a commencé à construire la Domus Aurea, une énorme villa avec des jardins et un lac, il a eu besoin d'eau. C'est pour ça qu'il a décidé de créer un nouvel aqueduc qui commençait ici et qui prenait l'eau de l'aqueduc de Claude, l'une des meilleures, pour la porter directement dans sa propriété. On peut suivre l'aqueduc de Néron de la porte majeure jusqu'ici, sur la colline de Caelius, à seulement quelques centaines de mètres du Colisée. Si l'empereur a voulu de l'eau dans le Colisée pour son inauguration, on est certain qu'il a pu l'avoir. Un nouvel élément, à l'intérieur du Colisée cette fois, semble avoir joué un rôle dans la mise en eau du Colisée. Voici l'une des 40 bouches réparties autour de l'arène qui reçoit l'eau de pluie lorsqu'elle descend du haut vers le bas du monument. Certains archéologues supposent qu'elle servait également lorsque l'eau était apportée depuis l'extérieur pour remplir l'arène à l'occasion d'une naumachie. Le niveau d'eau ne pouvait excéder 1,50 m sans inonder les espaces techniques ménagés à chaque extrémité du grand axe du sous-sol. Or, avec 1,50 m d'eau, il était tout à fait possible d'organiser une naumachie. Mais pour cela, il fallait y déverser 5 millions de litres. Vu la taille de l'arène de l'amphithéâtre Flavien, il faut plutôt envisager la présence de 2, à l'extrême rigueur, on peut aller jusqu'à 4 navires. L'intérêt était recentré sur les combats au corps à corps et surtout, encore une fois, sur l'arrivée de l'eau et son retrait pour d'autres spectacles. Reste alors à vérifier si le bassin pouvait être vidé aussi rapidement que le laisse entendre Martial, l'auteur des épigrammes. C'est en cartographiant les égouts de Rome qu'Adriano Morabito a découvert un égout antique reliant le Colisée au réseau de la ville moderne. Voici le dernier collecteur, encore en fonctionnement aujourd'hui. Durant l'Antiquité, il y avait 4 collecteurs qui évacuaient l'eau du monument. Et donc, au vu de leur taille et de leur grande capacité, on peut supposer que l'eau était évacuée du monument en très peu de temps, même s'il y avait 1,50 m d'eau dans l'arène. Probablement en 1 ou 2 heures. Le poète Martial disait donc vrai. L'inauguration de l'amphithéâtre Flavien a très probablement été marquée par ces spectacles hors normes que sont les naumachies. Mais elles n'eurent lieu qu'une seule fois, car aussitôt après, le sous-sol a été aménagé. Vu du ciel, l'hypogée, mot grec désignant ce qui est souterrain, a toutes les apparences d'un indéchiffrable puzzle. Or, c'est dans cette partie du Colisée, invisible au public durant l'Antiquité, que se préparaient les plus étonnantes mises en scène grâce à des machines dont il ne reste rien. Sauf un enchevêtrement de maçonneries en briques et d'autres en tuf, une roche calcaire facile à tailler, qui se superposent comportant d'énigmatiques encoches de curieuses formes qu'il est difficile d'interpréter. Mais il est certain que ces murs contiennent les derniers indices des installations utilisées pour les spectacles extraordinaires que l'empereur offrait à la foule romaine. L'architecte Heinz-Jürgen Beste de l'Institut allemand d'archéologie a passé des années à déchiffrer la partie souterraine de l'amphithéâtre Flavien dans le but de découvrir ce que les ingénieurs romains avaient mis au point pour faire surgir les animaux dans l'arène, comme il est mentionné dans plusieurs sources antiques.
Pendant plus de 2 années, nous avons étudié sans vraiment comprendre comment ces systèmes marchaient. Ça nous a pris pas mal de temps pour déterminer ce qui était important pour nous et ce qui avait été ajouté plus tard. Beste n'est pas le premier à explorer la partie souterraine du Colisée. En 1803, une fouille confirme l'existence d'un sous-sol architecturé, avec de multiples murs. Malheureusement, cette fouille est rapidement inondée par les égouts et les pluies. En 1875-1876, quand la technologie et les pompes sont devenues plus performantes, on a finalement pu se débarrasser de l'eau et il a été possible de reprendre les fouilles jusqu'au fond de l'hypogée. Et curieusement, de nombreuses pièces de bois ont été trouvées. Ces chevrons de bois servaient de rails, probablement pour déplacer les décors en avant ou en arrière. Malheureusement, aucune de ces pièces n'a pu être conservée jusqu'à aujourd'hui. Ces éléments en bois qui auraient sans doute pu permettre de commencer à reconstituer les systèmes d'ascenseurs ayant disparu, il fallut s'en remettre au seul examen détaillé des reliefs des murs. Curieusement, un jour, on s'est finalement rendu compte que cette pierre et ce mur étaient dégradés. Et on a constaté la même chose dans ce couloir, et dans cet autre couloir, et dans d'autres encore. C'est comme ça que petit à petit, on a finalement pu tout comprendre. Ce que Beste a compris ce jour-là, c'est comment les différents signes inscrits sur les murs pouvaient être interprétés comme autant de pièces du puzzle que formaient les machineries scéniques du Colisée. Le premier indice de ces machines, ce sont ces 2 grandes rainures verticales et parallèles qui vont du sol de l'hypogée jusqu'au niveau de l'arène. Le second, c'est cette empreinte laissée dans le bloc de tuf lorsque la trappe pratiquée dans le plancher de l'arène s'ouvrait vers le bas. Ah, très intéressant. Ce que nous voyons là en haut, c'est une rainure pour une rampe. C'est par un plan incliné à 30 degrés que les animaux passaient de la cage à l'arène. L'indice suivant ne se trouve pas sur les murs, mais sur le sol de l'hypogée. Nous avons ici le socle d'un cabestan. On peut voir où venait se loger la pièce en bronze, qui n'existe plus de nos jours. Élément capital de l'ascenseur, le cabestan, qui permet de convertir la force humaine en énergie pour faire monter la cage. Les murs ont été évidés pour faciliter le travail des hommes qui actionnaient le cabestan. Le dispositif prévoyait qu'une seconde équipe le faisait tourner sur un autre niveau, dont on aperçoit encore une partie de la structure. Ici, on voit que la paroi a été vidée, ce qui donnait de la place pour faire tourner le cabestan afin d'actionner les cordes de l'ascenseur, qui se trouvaient ici, et de le faire monter. Une fois ce système clairement identifié, Beste découvre qu'il se répète 28 fois dans les galeries souterraines du Colisée. Il y avait donc 28 ascenseurs pour faire apparaître des animaux sur l'arène. De quoi ménager bien des surprises pour les spectateurs qui ignoraient tout de ce qui se tramait dans les coulisses. Cela voulait dire que tout devait rester dissimulé et que le public ne voyait pas les machines fonctionner. Comme ça, l'effet de surprise était total lorsque l'animal surgissait dans l'arène. C'était ça l'attraction principale, y compris par rapport aux autres amphithéâtres. En parfait architecte, Heinz-Jürgen Beste réalise des maquettes miniatures de son système, que chaque visiteur du Colisée peut voir aujourd'hui. Mais pour valider ses conclusions et percer le véritable fonctionnement de cette machinerie scénique, il faudrait pouvoir transposer la maquette à échelle réelle. C'est une étape supplémentaire que de passer d'un modèle réduit à un modèle grandeur nature. C'est vraiment là que les problèmes commencent si l'on souhaite que ça marche. Sur un modèle réduit, on peut toujours faire des ajustements, contraindre les choses. Mais une fois qu'on a un modèle à l'échelle 1 pour 1, le système doit être absolument impeccable. C'est un observateur privilégié du travail de Heinz-Jürgen Beste, le directeur de la sécurité du Colisée, l'ingénieur Umberto Barufaldi, qui va relever le défi de transposer la maquette de Beste à une autre échelle. Première confrontation entre l'auteur de l'idée et l'ingénieur qui la met en pratique. Si on fait autrement, il y a un risque que, quand on marche dessus, ça se desserre et que ça s'ouvre sous tes pieds.
Oui. Cependant, cette partie doit être en métal, sinon le bois gonfle. Cette partie-là? Oui. Non, l'axe ici aussi. D'accord, d'accord. Oui. Oui, de façon à ce que l'axe soit un peu plus... Non, mais à l'époque, il y avait des axes en métal, donc on peut en mettre un ici. Oui. Mais il est difficile d'imaginer qu'à partir de ces dessins, on parvienne à cette solution. C'est l'expérience. Nous avons compris que la maquette était indispensable pour ce type de réalisation exceptionnelle. L'arrivée de Rossella Rea et de Barbara Nazzaro, directrice technique du Colisée, est un petit événement. Sans leur avis favorable, le projet d'installer un ascenseur à l'échelle 1:1 dans le Colisée ne pourrait voir le jour. Mais les solutions pratiques apportées par Umberto au cours de l'élaboration de la maquette semblent les convaincre. L'expérience en cours pourrait-elle profiter de découvertes réalisées dans d'autres amphithéâtres? À 300 km au sud de Rome, à Puzzol, juste à côté de Naples, se trouve un autre amphithéâtre impérial, construit 20 ans après le Colisée. On y donnait des spectacles analogues à ceux de Rome. Et sa conception a bénéficié de l'expérience acquise au Colisée. Le remarquable état de conservation de son hypogée devrait permettre de recueillir de nombreuses informations sur les machineries scéniques. C'est précisément cette raison qui a amené l'archéologue suisse Thomas Hufschmidt à venir étudier les systèmes d'ascenseurs à Puzzol. Et les souterrains de cet amphithéâtre n'ont pas été avares d'indices, beaucoup plus exploitables que ceux du Colisée. À Puzzol, on a pu profiter de cette expérience. On a essayé de construire les systèmes d'ascenseurs en retrait des murs, comme des constructions de bois indépendantes. Par ailleurs, on a construit dès le départ un toit voûté en béton romain, de manière à stabiliser les murs transversaux de l'arène. Évidemment, les structures en bois et les cordages qui peuplaient ces galeries souterraines ont intégralement disparu. Mais cela n'empêche nullement l'analyse des parties maçonnées. Le trou que l'on aperçoit ici, et qui se poursuit en bas, servait à faire passer un poteau qui traversait toute la construction. Des deux poteaux qui passent par la voûte, et dont nous avons aperçu les trous plus hauts, partait alors une structure à laquelle tout un cadre était fixé. Nous voyons ici deux consoles de ce côté, et deux autres de l'autre côté. Sur ces consoles se trouvaient, en plus des autres poutres, des poutres perpendiculaires formant un cadre auquel la structure en bois était fixée et dans laquelle l'ascenseur pouvait s'élever ou descendre. Mais une autre information décisive pour la reconstitution des monts de charge tient à la façon dont étaient réalisées les ouvertures dans l'arène. La plupart sont là depuis presque 2000 ans. Intactes, car à la différence du Colisée, le sol de l'arène a été ici conservé. Nous voyons devant nous le bord original de ce puits, fait de pierre, dans lesquels a été pratiquée cette rainure. Et on peut alors bien imaginer comment placer une plaque de bois, une grosse planche de bois dans cette rainure, fermant alors complètement l'ouverture. Cette solide trappe était renforcée par des poutres, dont on voit toujours les points d'encastrement. Il s'agit d'un renforcement en forme de croix situé sous la plaque de bois qui pouvait supporter de lourdes charges ou de lourds animaux sans pour autant que la plaque ne cède. Tous ces indices ont permis à Hufschmidt de réaliser une reconstruction virtuelle du système qui permettait de faire passer les animaux de l'obscurité du sous-sol au sable de l'arène. Ce système prend vraiment en compte les observations qui établissent que le couvercle ferme par le haut. C'est-à-dire que ce couvercle, poussé du bas vers le haut, ne nécessite pas de charnières inélégantes ou des rampes qui doivent alors être actionnées sous l'arène, comme c'est le cas des propositions de reconstitution au Colisée, par exemple. On voit également très bien la façon dont le treuil fonctionne.
Nous avons donc un dispositif avec des poulies et des cordages, exactement comme ce que nous avons appris des reconstructions des grands bateaux à voile. La reconstruction de l'ascenseur de l'amphithéâtre de Puzzol comprend beaucoup d'éléments techniques comparables à ceux du Colisée. Charpente en bois, cabestan, système de cordes et de poulies hérités de la marine à voile pour faire monter la cage. Seul le dispositif de sortie de la cage dans l'arène est clairement différent. Mais c'est surtout le fait d'avoir une structure non insérée dans les murs qui va intéresser Umberto. Umberto s'est entouré de 2 collaborateurs techniciens pour la réalisation de l'ascenseur. Flavia est ingénieure matériaux. J'ai étudié un système de poulies et de contrepoids qui fonctionne de façon parfaitement synchrone. Les Romains auraient utilisé un système très proche, parce que leur technique était du point de vue de la mécanique assez similaire à la nôtre. Le dessin est très bien, mais comment va-t-on faire tenir ça ici pour que ça marche? Giovanni est architecte et il doit transposer la maquette d'Umberto en 3D. Le problème est de calculer précisément les dimensions de cet objet, parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur les murs. Donc il faut garder une certaine distance avec les murs, et nous devons créer un objet géométriquement régulier. Ça, c'est la position qu'on a prévue. Mais comment fabriquer un objet rigoureusement géométrique qui vienne s'insérer au plus juste dans un endroit où aucune surface n'est régulière? Chaque millimètre va compter. Une société spécialisée dans l'imagerie 3D des bâtiments antiques doit réaliser un scan très précis des murs de la galerie où sera installé l'ascenseur. Grâce à ce rayon laser qui balaye tout l'espace, il est très rapidement possible d'acquérir des milliards de points qui, aussitôt chargés dans l'ordinateur, produiront une image 3D de la galerie. Essaye de le faire rentrer à l'intérieur. Parfait. Très bien. C'est au pied des Abruzzes que cet objet virtuel sera converti en une structure en bois de près de 10 mètres de haut. Da terra. Ah, qui siamo 201. Avec une dimension 4 fois plus grande, tous les problèmes sont amplifiés. D'où la nécessité de procéder à tous les possibles ajustements avant de parvenir dans le Colisée. Le cabestan, la plus grande pièce du dispositif en bois massif, doit être parfaitement réalisé. Quand vous voyez que l'ascenseur est si grand, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser aux Romains. Comment diable faisaient-ils pour construire d'aussi grandes machines? Parce que nous, on a eu beaucoup de difficultés à les fabriquer avec l'outillage moderne, dont eux, évidemment, ne disposaient pas. Au Colisée, c'est le grand jour pour le projet piloté par Umberto. L'ascenseur arrive comme prévu en un bloc principal qui devra parvenir dans l'hypogée par les airs grâce à un immense engin de levage. Mais il faut d'abord compléter le bloc avec différents éléments qui ont été préparés à l'atelier. Un grand soleil et un vent nul devraient faciliter les opérations. Facciamo la prova a fuoco, andiamo dentro il radio, caliamo il gancio No, rimangono in diagonale. Le problème, c'est qu'on a 600 kilos de trop. Et avec une aussi grande portée, c'est un problème. Il faut alléger la charge de 600 kilos. La décision s'impose. Trop lourde, la cage devra voyager séparément. L'opérateur accepte de rogner un peu sa marge de sécurité en l'absence totale de vent.
L'ascenseur peut reprendre son envol sous les yeux médusés des touristes et sous ceux un peu inquiets de toute l'équipe du Colisée. La descente du bloc de plusieurs tonnes dans la galerie est le moment vraiment risqué de l'opération. Le grutier qui pilote cette machine à voyager dans le temps n'a pas de contrôle visuel direct. La marge de manœuvre est infime, 3 cm de chaque côté du bloc. Et chaque pierre de ces murs est enregistrée au patrimoine mondial de l'humanité. Cette journée à haut risque est un succès. Les dieux romains ont exaucé les prières d'Umberto et de Heinz. Mais l'ascenseur est encore loin de pouvoir fonctionner. Maintenant que nous en sommes arrivés là, il va falloir la faire marcher. On doit d'abord installer toutes les pièces manquantes. Des roulements pour guider le mouvement de la cage. Des leviers pour actionner le cabestan. Un tambour sur lequel la corde s'enroulera. On met cette corde ici et quand ça tourne, la corde s'enroule dessus et tire la cage vers le haut. Un circuit impressionnant de cordes est installé pour démultiplier la force nécessaire pour soulever une cage qui, lorsqu'elle emportera un animal, pèsera près de 400 kg. On n'a pas encore essayé. Nous avons seulement testé la maquette. Il n'y avait que 50 kg à lever. La vraie cage fait 320 kg. C'est ça qui me stresse un peu. Aussitôt le système de cordage installé, Umberto veut le mettre à l'épreuve. J'ai essayé de la faire monter tout seul, mais elle n'a pas bougé. Même pas un petit peu, rien. On dirait un éléphant impossible à remuer. Alors Umberto appelle des renforts. Mais les efforts conjugués de 6 personnes ne parviennent pas plus à élever la cage qu'à actionner la rampe d'accès. La rampe est très lourde. Le système de levier qu'on a prévu ne marche pas. Et il ne permet pas de la soulever parce que l'inertie est très forte. La solution viendra des poulies. Umberto avait bien fait d'en prévoir en supplément. Avec ces poulies supplémentaires et une modification du circuit des cordes, le problème sera résolu. Cette fois, comme cela devait être le cas dans l'Antiquité, 8 hommes manœuvrent le cabestan. La corde suit un chemin compliqué qui passe par pas moins de 32 poulies. Et la cage s'arrache du sol de l'hypogée. Maintenant que l'ascenseur est prêt, pourquoi ne pas le tester en faisant surgir un animal sur l'arène? En hommage à la louve, qui, selon la légende, aurait sauvé Romulus et Rémus, les 2 fondateurs de Rome, l'animal retenu sera un loup. Paolo Caldora est un spécialiste des loups qu'il recueille lorsqu'ils sont blessés. C'est avec un des animaux qu'il a sauvé que l'expérience va être tentée. Si ça marche pas, voilà comment je vais m'en servir de la corde.
Il faut imaginer qu'il n'y a pas seulement un ascenseur ici, mais toute une série l'un derrière l'autre. Le couloir était rempli d'ascenseurs qui ont donné au spectacle romain leur splendeur. Et avec cette reconstitution à échelle réelle, on peut vraiment prendre conscience de la grandeur avec laquelle ces jeux étaient conçus. Vraiment, c'est fantastique. Les effets de mise en scène permis par ce type de machine rendaient les spectacles qui se déroulaient dans l'arène beaucoup plus attractifs. Mais quelle était la nature de ces spectacles qui profitaient de ces moyens techniques dignes des music-halls ou des théâtres d'aujourd'hui? Au programme des journées de fête dans le Colisée, comme dans les autres amphithéâtres de l'Empire, il y a les spectacles de chasse, les venaciones, et les spectacles de gladiateurs. Les premiers ont lieu pendant la matinée et les combats entre gladiateurs dans la seconde partie de la journée. Il est difficile aujourd'hui d'imaginer à quel point les venaciones étaient des moments de plaisir pour le peuple de Rome. Ces spectacles de chasse extraordinaires comportaient une théâtralité stupéfiante rendue possible par les nombreux ascenseurs. Offrir à la foule romaine une telle quantité de spectacles avec des animaux, qui ne sortaient jamais vivants de l'arène, impliquait d'en capturer partout dans l'Empire et de les transporter à Rome. Des traces de ce trafic intense subsistent dans des mosaïques retrouvées en Afrique du Nord, dans le sud de l'Italie et en Sicile. Au centre de la Sicile, près de la petite ville de Piazza Armerina, se trouvent les vestiges d'une luxueuse demeure romaine, la Villa della Casale, bâtie au cœur d'un immense domaine sur la route qui reliait l'Afrique à Rome. Ici, les animaux sont omniprésents. Le professeur Paolo Baresi est archéologue, spécialiste des questions d'esthétique de la Méditerranée antique et grand connaisseur des trésors de la villa. Le premier remarquable ensemble de mosaïques raconte la chasse telle qu'elle était conduite sous la responsabilité du maître de la villa, le dominus. Comme l'ensemble des mosaïques de ce site, la Piccola Caccia présente des caractéristiques esthétiques très particulières. Cette scène représente la chasse au renard. Et les ombres portées que l'on voit au-dessous des chiens sont des formes de représentation liées en particulier au style africain des mosaïques. C'est une façon de représenter la troisième dimension, de donner l'illusion de la profondeur sur un fond neutre, blanc. C'était une convention de la mosaïque africaine. Cette technique qui cherchait à rendre plus réalistes ces scènes de chasse est aussi utilisée pour une œuvre encore plus magistrale, fort justement dénommée la Grande Chasse. Cette fois, sur près de 350 mètres carrés, s'affiche la capture des animaux, essentiellement en Afrique. Une sorte d'atlas romain de la vie sauvage. C'est une représentation du monde romain. Là-bas, dans cette abside, il y a la personnification de la Mauritanie. Tandis que de l'autre côté, on a la personnification de l'Inde. Depuis ces deux côtés, les animaux qui avaient été capturés en Occident et en Orient étaient transportés jusqu'aux deux ports principaux, Carthage d'un côté et Alexandrie de l'autre. Grâce à ces moyens de transport, d'abord par terre, puis par mer, ils étaient transportés jusqu'au port d'Ostie, qui était la destination finale et qui se trouve au centre de cette composition. Ensuite, ils étaient acheminés par les routes romaines jusqu'au Colisée, où ils étaient utilisés pour les venaciones. Cette fresque, qui célèbre très probablement un extraordinaire spectacle de chasse donné dans le Colisée aux frais du puissant maître de cette villa, constitue une source d'informations exceptionnelle sur le trafic d'animaux qui alimentait les premières parties au Colisée.
On n'a pas seulement ici des lions, des tigres et des léopards, mais aussi des autruches, des rhinocéros, des buffles, des éléphants. Sans doute pour satisfaire au goût de l'exotisme des spectateurs des Venaciones et des Romains en général. En plus du bestiaire exotique et des modes de transport, sont aussi dépeintes les techniques de chasse. On voit ici un chevalier qui est en train de ramener 2 petits tigres. Mais la mère des 2 petits le poursuit. Donc le chevalier, pour détourner son attention, a fait tomber une sphère de verre, dans laquelle le tigre voit son propre reflet. Si bien qu'en voyant son image en réduction, croyant qu'il s'agit d'un de ses petits, elle s'arrête et permet ainsi au chevalier de s'enfuir. Une autre mosaïque du milieu du IIIe siècle, découverte au sud de Sousse en Tunisie, constitue un apport inestimable pour la connaissance des Venaciones. Cette mosaïque, magistralement préservée, vaut presque comme un reportage. Les mosaïques qui décrivent des Venaciones ne sont pas rares. Mais aucune de celles déjà trouvées n'incluait non seulement une représentation visuelle du spectacle, une description détaillée des coups, mais aussi des informations sur la manière dont se déroulaient les relations entre le public, les artistes et l'homme qui payait pour tout ça. Et rares sont les mosaïques qui nous apprennent aussi bien le nom de celui qui offrait le spectacle, l'éditeur Magarius, que celui des Venatores et des animaux, ici des léopards. Les chasseurs s'appellent Mamertinus, un champion aux prises avec le fauve Romanus, Spitara, qui combat toujours sur des échasses face au léopard Victor, et Bularius, qui terrasse Crispinus. Pourquoi des bêtes sauvages ont-elles été affublées d'un nom? En réalité, combattants et léopards ont été fournis par un célèbre promoteur de spectacles, les Téléguénii, qui ont très probablement élevé les animaux en captivité afin de les rendre plus combatifs. Le comportement normal d'un léopard sauvage serait complètement dépourvu d'intérêt et totalement inadapté pour une vénatio, pour un spectacle. Le pauvre animal irait se cacher là où l'ombre est la plus sombre, le long du mur, du podium, et il ne bougerait plus. On peut aussi en déduire que les Téléguénii fournissaient et entraînaient, si vous voulez, ces animaux pour les rendre aptes à coopérer et à aller vers la très cruelle mort qui les attendait. Mais au centre de la mosaïque, entourant une sorte de héros porteur d'un plateau, il y a une inscription sur une double colonne qui donne la mesure de l'importance de l'éditeur, celui qui sponsorise le spectacle, et des rapports complexes qu'il entretient avec la foule. Et cela dit, messieurs, je vous demande de bien vouloir donner aux Téléguénis 500 deniers pour chaque léopard. Mais nous savons, grâce aux symboles mathématiques inscrits sur chaque bourse, qu'elles contiennent chacune 1000 deniers. L'éditeur de ce spectacle offre donc 4000 deniers, le double de ce qui était demandé. Magarius ne se contente pas de donner le prix demandé. Il paye le double pour chaque léopard, il paye 1000 deniers. Ce faisant, il montre sa suprême générosité. 2000 ans plus tard, nous savons toujours qui est Magarius et ce qu'il a fait, et les largesses dont il fit preuve envers sa population. Existe-t-il plus belle gloire et plus belle postérité que celle-ci? Le rôle des animaux n'était pas seulement de figurer dans les chasses qui plaisaient tant aux Romains. Ils étaient aussi employés pour mettre fin au jour des pires criminels. Pendant la période impériale, il y avait le matin des spectacles d'animaux sauvages. Pendant l'intermède, autour du déjeuner, il y avait des exécutions. De par sa nature impériale, l'amphithéâtre Flavien était un lieu où les décisions de justice rendues au nom de l'empereur pouvaient être exécutées. Au moment de l'inauguration du Colisée, l'empereur introduisit dans le répertoire des mises à mort, des exécutions issues de la mythologie grecque. Dans l'amphithéâtre, c'étaient des criminels condamnés que l'on forçait à se déguiser en personnages de la mythologie grecque, tels que Dédale, Orphée ou Icare tombant du ciel. L'action du mythe était réellement accomplie. La mort était vraiment donnée de cette manière, tout aussi burlesque et piquante que violente.
Ces macabres mises en scène qui transformaient les châtiments en spectacle étaient destinées à affermir la morale de la société romaine tout en la distrayant. Avec l'utilisation des animaux, on ne sait jamais comment ça va se passer, ni quand ça va se produire, ni même quel genre d'animaux vont être utilisés. Tout cela est palpitant, excitant et effrayant. Après cet intermède qui régalait tout autant les fauves que le public, arrivaient enfin les combats de gladiateurs. Quand en 80 après Jésus-Christ, l'amphithéâtre Flavien surgit dans le paysage de Rome, la gladiature est vieille déjà de plusieurs siècles. Et le temps où les combats de gladiateurs n'étaient qu'un rituel destiné à rendre hommage à un défunt est bien loin. L'origine de la gladiature, au moment où les Grecs, les Étrusques, les Campaniens et même les Romains honorent leurs morts ou préparent leurs jeunes à la guerre avec ces duels primitifs, pour moi, ce n'est pas encore vraiment de la gladiature. Ça deviendra un combat de gladiateurs au moment de la professionnalisation et de la stabilisation de ces duels. Tout va changer au 1er siècle avant notre ère, avec l'apparition progressive de la professionnalisation. Pour satisfaire leurs ambitions politiques, des aristocrates font de ces jeux funèbres privés des spectacles offerts au peuple, les munérats, d'un rituel religieux un outil politique qui va produire le personnage du gladiateur surexposé médiatiquement. Les gladiateurs vont donc devenir des professionnels, ils vont être reconnus par le public va écrire sur les murs des villes les noms des gladiateurs, ils deviennent des stars. Dès lors, les gladiateurs, qu'ils soient hommes libres ou esclaves, apprennent l'art de la gladiature dans des écoles, les ludi. Pour celui qui dirige l'école, le laniste, les gladiateurs sont comme sa propriété, dont il espère tirer le meilleur parti. À Rome, c'est entre les mains de l'empereur que se trouve la vie des gladiateurs. À moins de 100 mètres du Colisée, on peut voir encore le Ludus Magnus, une école impériale de gladiateurs qui formait chaque année des milliers de combattants. Le Ludus Magnus faisait partie d'un projet plus vaste réalisé par les empereurs Flaviens, qui comprenait l'amphithéâtre, 4 casernes de gladiateurs et toute une série d'édifices qui leur étaient liés. Le Ludus Magnus est la seule des 4 écoles de gladiateurs à avoir été retrouvée par les archéologues. En 1937, durant les travaux de construction d'un immeuble, le Ludus Magnus a été finalement mis au jour. On a découvert les chambres où habitaient les gladiateurs et surtout la moitié de l'arène où ils s'entraînaient. Ce Ludus était constitué de quartiers militaires où résidaient les apprentis combattants et d'une petite arène elliptique, comme celle du Colisée. La cavea pouvait accueillir plus de 3000 spectateurs qui venaient assister aux entraînements. Un autre aspect remarquable du Ludus Magnus, c'est qu'il est à demi enterré. Pour des raisons de sécurité principalement. Il faut se rappeler que la plupart des gladiateurs n'étaient pas des hommes libres, mais des prisonniers, des condamnés qui choisissaient de combattre dans l'arène dans l'espoir d'être libérés. Il devait y avoir un lien direct avec le Colisée, parce que du Colisée part une galerie souterraine qui arrivait probablement au Ludus Magnus et qui devait permettre le passage rapide des gladiateurs de l'école à l'arène et vice-versa. Malheureusement, l'entrée de cette galerie n'a pas été redécouverte lors des fouilles de 1937. En revanche, l'autre extrémité de la galerie qui débouchait dans le Colisée au niveau du sol de l'hypogée a elle été mise au jour. Rien à voir avec le passage secret des empereurs et ses décorations raffinées. Ici, la maçonnerie est brute et subsiste encore le sol en petits carreaux de terre cuite qui recevait les pas des gladiateurs en route vers une fortune incertaine. Au cours des 3 années de leur formation, sous la responsabilité du laniste, véritable promoteur de spectacle, les gladiateurs apprenaient toutes les subtilités de l'art gladiatorien. Brice Lopez, spécialiste des arts martiaux, a participé à de nombreux travaux d'archéologie expérimentale autour de la gladiature. Dans les écoles de gladiateurs, on veut former le combattant pour le
combat lui-même, hein, la partie technique, on va dire, physique, ça semble vraiment, il n'y a pas de doute là-dessus. On veut le former sur la partie spectaculaire aussi, il ne faut pas oublier que c'est un spectacle et que la plupart des combats se font entre gladiateurs de la même école. Pour assurer le spectacle sur l'arène, les combats mettent aux prises différents types de gladiateurs. Il en existe 6, qui chacun possède une panoplie d'armes, l'armatura, qui lui est propre et qui nécessite une technique particulière. Les armaturae appartiennent à l'école et le gladiateur, en tant que personne, peut être rétière un jour, provocateur le lendemain. Le provocateur possède tous les éléments principaux d'une armatura. Un protège-tibia, un plastron de cuir, une manica en cuir pour protéger son bras droit, un glaive romain, un casque qui couvre son visage et un bouclier. Provocateur, ça veut dire celui qui commence, celui qui débute, parce que vraisemblablement, c'est par cette panoplie qu'on débute l'après-midi de jeu dans les amphithéâtres, mais aussi la formation dans les écoles de gladiateurs. Le myrmillon est l'archétype du soldat romain, le gladiateur préféré des légionnaires. Il combat aussi bien le thrace que l'oplomaque, des adversaires représentant l'étranger. Le myrmillon se distingue par son casque orné d'une crête massive, ainsi que par son très grand bouclier incurvé qui forme comme un rempart. On peut le comparer à la murène cachée dans son trou, qui attend et qui attaque pour aller prendre sa proie. Ça peut être une contre-attaque, mais ça peut être aussi l'autre est là, positionné, il est juste en déplacement, et d'un seul coup, j'attaque de façon tellement inattendue, tellement violente, tellement rapide que j'oblige l'autre à bouger, et quand il bouge, avec ma dague, je peux le tailler, je peux le faire tomber et le soumettre. Voici le meilleur adversaire du myrmillon, le thrace. C'est un vieil ennemi des armées romaines. Toute sa technique est liée à son arme offensive, si particulière, la sica, un couteau court à lame recourbée. Le thrace, il va utiliser sa sica pour attaquer au-dessus de l'épaule gauche et à l'intérieur du bouclier sur le côté droit, en essayant de toujours trouver le bon angle qui va lui permettre de rentrer derrière le bouclier. L'autre adversaire du myrmillon, c'est l'oplomaque. Son armatura est très proche de celle du thrace, à ceci près qu'il tient une dague dans la main gauche et une lance dans la main droite. On l'appelle aussi dimacaire, double combattant, parce qu'il peut utiliser les deux armes en même temps. Le must, pour les spectateurs du Colisée, est certainement le combat de la paire sécutor-rétière. Le rétière ne peut abriter sa tête qu'avec le galérus, une pièce métallique qui termine son manchon de cuir. Mais il possède 3 armes offensives, une courte dague, un trident pour tenir ses adversaires à distance et surtout un filet, rété en latin, d'où il tire son nom. L'armatura du rétière est extrêmement complexe. Non seulement il y a 3 armes à gérer, il y a toutes les distances de combat, c'est l'armatura qui demande le plus de variations de déplacement. Il faut à la fois être endurant, il faut pouvoir être très véloce sur des très courtes distances. C'est vraiment, pour moi, le top de la gladiature. Celui qui l'affronte, c'est le sécutor, remarquable par sa manica en écaille métallique et par son casque qui est profilé pour n'offrir aucune prise au filet du rétière. Pour ce qui est de la technique, tout est presque contenu dans son nom. Sécutor, c'est le chasseur, celui qui poursuit, le poursuivant. Le sécutor fait des avancées fulgurantes vers son adversaire, il charge. Il va essayer de casser les angles, comme un peu un prédateur après une antilope. S'il reste derrière tout le temps, il ne va pas pouvoir la rattraper. De temps en temps, il casse les lignes d'attaque pour pouvoir prendre son adversaire. Ces gladiateurs étaient les véritables héros des spectateurs dans l'amphithéâtre. Après 20 ans d'expérience du combat gladiatorien, Brice Lopez en a démystifié certains aspects. Il a par exemple démontré avec l'aide de cardiologues que les interminables combats vus au cinéma sont insoutenables dans la réalité. Ces tests sont sans appel. On arrive au sommet de nos battements cardiaques à 200 pulsations minutes, pour moi par exemple, entre 40 et 50 secondes de combat. L'archéologie expérimentale remet en cause les légendes qui ont continué de se développer autour des gladiateurs à l'ère moderne. Et de providentielles découvertes viennent aussi enrichir la connaissance encore très lacunaire que nous avons de la réalité des gladiateurs. Celle survenue à Éphèse, sur la côte méditerranéenne de l'actuelle Turquie, vient éclairer de façon magistrale le sort des gladiateurs de la période impériale. Lors de ces fouilles, il est vite apparu que nous étions face à quelque chose de spécial, car certaines stèles comportaient des représentations de gladiateurs. Plusieurs tombes, dont certaines portaient des stèles,
attestent sans équivoque qu'il s'agit de tombes de gladiateurs. L'une montre un myrmillon, une autre un rétiaire, identifiable grâce à son trident. Des milliers de fragments d'os ont été récupérés et réassemblés par l'équipe de 2 médecins légistes, Fabian Kantz et Karl Grossschmidt. On a pu identifier au minimum 68 individus, dont 66 étaient clairement de jeunes hommes qui avaient entre 20 et 30 ans. On a trouvé beaucoup de blessures typiques des armes qu'on connaît des gladiateurs, notamment les coups d'épée qui traversent le front en diagonale. En outre, il y avait des blessures rondes, caractéristiques de celles provoquées par des coups de lance ou d'une pointe, qui auraient directement été plantées dans le crâne avec beaucoup de force. Ces blessures rondes sont aussi intéressantes et toujours espacées d'une même distance de 5 cm et correspondent selon nous à des blessures de trident. Que vont pouvoir nous apprendre sur la vie des gladiateurs ces ossements une fois explorés par les plus récentes techniques médico-légales? Le docteur Kantz étudie en particulier une grave lésion au crâne causée par une arme au cours d'un combat. Il s'agit ici de la surface extérieure, ou partie extérieure du crâne. Et ici, c'est la partie intérieure, la lamina interna, qui, comme on peut le voir, est parfaitement intacte, ce qui veut dire qu'elle n'a pas été perforée. Ici, on voit un tissu osseux régulier. L'arme a traversé à partir de là. Mais on peut voir que la guérison est bien avancée. Le processus de guérison a probablement été long, d'1 an, 1 an et demi, et n'est pas tout à fait terminé, mais c'est très bien soigné. Est-il possible que la guérison des blessures ait été favorisée par un régime spécial, comme le mentionnent plusieurs auteurs romains? En outre, il semble qu'après l'entraînement, il leur était administré une boisson à base de cendre pour atténuer les maux de ventre. Dans l'intérêt de nos recherches, on espère que ce régime alimentaire et cette boisson à base de cendre auront laissé des traces dans les os. Ces traces devraient pouvoir se retrouver sous la forme de strontium. Pour la première fois de l'histoire, il va être possible de vérifier ces sources anciennes en soumettant quelques fragments d'os à l'analyse d'un spectromètre atomique capable de détecter le strontium. Un traitement de ces fragments est indispensable pour les rendre aptes à être analysés. Et ensuite, on devrait en théorie pouvoir retrouver les traces laissées par les isotopes stables, comme l'azote et le carbone. Kantz a déjà soumis des fragments d'os de nombreux Romains retrouvés dans d'autres tombes d'Éphèse à ce test. Cela lui a permis d'établir le taux moyen de strontium dans la population normale, qu'il comparera à celui qu'il va découvrir chez les gladiateurs. En fonction des éléments présents dans la solution, les flammes changent de couleur. Et d'après leur intensité, on connaîtra le niveau de concentration de ces éléments au sein des os. La couleur de la flamme indique que le taux de strontium de cet échantillon est bien plus élevé que celui d'un citoyen romain ordinaire. Et confirme que les gladiateurs profitaient d'un régime alimentaire spécial pour favoriser la guérison de leurs blessures. Assurément, de très bons soins ont été prodigués. Ce qui n'est pas vraiment surprenant, car en principe, les investissements de l'école de gladiateurs sont comparables aux investissements actuels des clubs de foot. Et pour protéger ces investissements, les gladiateurs recevaient très certainement les meilleurs soins disponibles à l'époque. À l'époque impériale, les meilleurs soins médicaux étaient prodigués aux gladiateurs pour que leur carrière soit aussi longue que possible, afin d'enrichir le laniste qui les possède. Mais leur survie passait surtout par un comportement exemplaire dans l'arène. Sans être spectaculaire, sans être engagé, sans t'offrir au public, tu pourras peut-être dans un prochain combat perdre et être mis à mort. Alors que si tu es quelqu'un de spectaculaire, d'engagé, de technique, qui s'offre vraiment à son public, même si tu poses un genou au sol, tu es sûr de ne pas mourir. Le sort du vaincu est alors officiellement dans les mains d'un magistrat. Et au Colisée, dans celle du magistrat suprême, l'empereur lui-même.
Le peuple est non seulement en relation avec l'empereur, mais il prend une part dans la décision de vie ou de mort d'un gladiateur. De son côté, l'empereur tient compte des souhaits de la foule. Cela les réunit. Mais en fin de compte, c'est l'empereur qui décide. Je pense que cela donnait malgré tout quelque chose aux gens. Cela les excitait, parce qu'ils jouaient un rôle dans la mort. Partout dans l'Empire, la culture du duel de gladiateurs est en vogue. Thomas Schmidt distingue plusieurs vagues de propagation de l'amphithéâtre dans l'Empire. 2 sont antérieures à la période flavienne et voient des villes du sud de la France, de l'Espagne et de l'Italie se doter d'amphithéâtres. On trouve une 3e phase sous les Flaviens. On peut alors dire que le Colisée semble vraiment apporter une contribution au même titre que l'idéologie. Et simultanément, les Romains poursuivent leur conquête vers le nord. Les élites locales des régions nouvellement conquises, l'actuelle Belgique, l'Allemagne, le nord de la France, la Suisse et l'Autriche, s'empressent de faire bâtir de petits colisées qui arriment ces territoires à l'Empire. Ces 2 aspects sont vraiment reliés, la politique d'expansion et l'apparition des amphithéâtres. Rien ne semblait pouvoir entraver l'expansion inexorable de l'Empire romain. Et pourtant, dès le IIIe siècle, les signes d'un effritement de cette puissance commencent à apparaître. En 217, la foudre s'abat sur le Colisée et déclenche un violent incendie qui rend impossible la tenue du munus dans l'amphithéâtre. Mais les Flaviens avaient tout prévu. À moins d'1 kilomètre du Colisée se trouve le stade de Domitien, bâti par le 2e fils de Vespasien. Domitien avait voulu lui aussi montrer sa prodigalité aux citoyens romains en faisant construire un stade inspiré par l'exemple grec, mais capable d'accueillir les spectacles romains. Le stade remplace le Colisée pendant quelques années et laisse une empreinte étonnante sur Rome. La très longue place Navone correspond exactement à l'arène du stade de Domitien. D'autres vestiges du stade, et en particulier de sa structure, ont été redécouverts dans les bâtiments qui bordent la place Navone. Après plusieurs années, le munus impérial retourne au Colisée, qui peut reprendre un fonctionnement normal malgré de nombreux tremblements de terre. Mais un danger guette les Romains. Les frontières de l'Empire sont de plus en plus souvent enfoncées. Les choses étaient incroyablement difficiles. Cela devenait de plus en plus compliqué d'assurer la sécurité de grandes parties de l'Empire. Et par conséquent, la productivité a décliné. Les populations souffraient. Il y avait plein de problèmes avec les maladies. Je pense que les tendances inflationnistes reflétaient de nombreux problèmes qui étaient néanmoins tout à fait réels. Pour assurer plus facilement la sécurité d'un empire aussi étendu, son organisation politique et administrative est totalement revue par l'empereur Dioclétien, qui le divise en 4 parties. Sa réforme stabilise pour un temps les frontières, mais à terme, elle favorisera l'émancipation de l'Empire romain d'Orient, aux dépens de la partie occidentale, dont la capitale a été transférée à Milan. Une réalité telle qu'en 301, l'empereur Dioclétien prend une mesure très rare pour juguler la crise qui frappe l'Empire. L'inflation est si préoccupante qu'il fait publier une liste de prix maximum d'un grand nombre de biens, où les animaux sauvages destinés aux Vénationes figurent en bonne place. Des centaines, des milliers d'articles ont été listés à leur prix de vente maximum autorisé. Dans l'édit, les prix des animaux sont spécifiés selon leur qualité, première ou seconde catégorie. Par exemple, les lions de première catégorie sont au prix maximum de 600 000 sesterces, soit environ 4 millions d'euros. Les lions de seconde catégorie valaient 500 000 sesterces, soit environ 3 350 000 euros. Le nombre croissant de jours de spectacle dans les amphithéâtres impériaux, à mesure que l'Empire romain s'agrandissait, est sans doute aussi responsable de ces prix démesurés. Pourtant,
chaque fois que ce sera possible, les jeux les plus extraordinaires continueront à être donnés. Cela aurait coûté des dizaines de millions d'euros, en admettant que les animaux puissent être fournis. Car l'autre aspect du problème, c'est que l'offre en animaux était de moins en moins abondante. Maintenant que Rome n'est plus la capitale de l'Empire, les élites romaines vont-elles continuer d'y donner des jeux? Heinz-Jürgen Beste a-t-il relevé dans l'hypogée des traces d'une activité dans cette période tardive? Ils ont tout simplement complètement abandonné le niveau du sous-sol tel qu'il avait été créé au cours des premières phases d'aménagement. Ils l'ont laissé plein d'eau croupie parce que les canalisations ne marchaient plus. Dans l'incapacité de faire fonctionner l'hypogée comme à ses débuts, les Romains ont dû le réaménager en créant un nouveau plancher 2 mètres au-dessus de l'ancien, tout en essayant de conserver les fonctionnalités qui avaient fait son succès. Les animaux passaient à ce niveau. La cage qui se trouvait ici était ensuite levée dans le conduit jusqu'au niveau de l'arène, forçant les animaux à entrer dans l'arène. C'était de la plus grande importance pour l'empereur et pour l'administration romaine, ici à Rome, que les spectacles, bien que le christianisme soit devenu la religion officielle, que les spectacles, les venationes, les chasses avec les animaux puissent continuer à exister durant cette période tardive. Le 1er janvier 523 eut lieu la dernière Vénatio dans le Colisée. La débauche de richesses qui se déversait dans l'amphithéâtre flavien ne survivra pas longtemps au transfert de la capitale à Constantinople. Mais le Colisée résistera au point de devenir l'un des monuments les plus visités au monde. Son importance sur la Rome moderne est remarquable. Et il a laissé une empreinte plus large sur notre culture, en inspirant une société fondée sur le spectacle. Une société qui offre aussi des jeux au peuple. Une autre contribution du Colisée à la modernité se retrouve dans les façades de nombreux bâtiments romains qui lui ont emprunté des pierres taillées. Pendant des siècles, le monument exceptionnel qui reflétait la puissance de l'Empire ne sera plus qu'une carrière à ciel ouvert. Et Rome redeviendra une capitale, celle de la chrétienté. Comme pour exorciser le sang versé sur l'arène par les Romains païens, la papauté prendra possession symboliquement de ce lieu au XVIe siècle. Une croix sera plantée en plein milieu de l'arène. Une arène qui gardera ainsi longtemps ses secrets.